J'ai fait les présentations officielles, mais j'aimerais ça qu'en vos mots, vous me disiez ce que vous faites dans vos secteurs respectifs. Alors, vous, d'abord, Mme Brunet, chez Vestec Pro. Bien, je suis responsable du développement stratégique. J'ai une longue carrière d'enseignante derrière moi. Donc, chez Vestec Pro, on fait aussi le pont avec tout le secteur de l'éducation. On est très actif au niveau de la relève, au niveau des chercheurs aussi parmi les universités. Donc, en fait, les objectifs premiers de Vestec Pro, c'est d'être présent pour tous les intervenants de l'industrie du vêtement qui auraient des produits et des projets à développer. Donc, mon rôle est beaucoup d'intervenir pour que ces projets-là se réalisent, de rassembler les intervenants, de développer les bonnes stratégies pour que les résultats soient optimaux. Vous, chez Ultracine Studio. Alors moi, je m'appelle Nicolas Pajot et en fait, je suis le fondateur et maintenant le directeur général de Ultracine Studio. Donc, je m'occupe d'une part du développement de la technologie, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, et des opérations en général de l'entreprise. Et vous, chez Synchronex? Directeur développement et innovation. En fait, mon rôle, c'est vraiment de concerter la collaboration entre les membres, mais aussi entre les membres et le reste de l'écosystème de l'innovation au Québec. Donc, les membres que vous voyez ici à l'écran, qui sont un peu partout au Québec. Donc, vous imaginez qu'on a un peu de déplacement à faire pour aller les voir, puis aussi de concerter les différents projets, dont un des projets qui vous est présenté aujourd'hui. Ce que je trouve fascinant, c'est que vous avez devant vous 3 personnes issues de milieux complètement différents. On a la mode, les jeux vidéo, l'investissement. On a donc mis à profit une expertise complètement différente pour un projet commun. J'aimerais savoir comment vous êtes venus à collaborer ensemble. Je vais te laisser y aller parce que c'est toi qui es venu frapper à nos portes. C'est vrai, exact. Tout a commencé parce qu'on a eu une idée avec une petite équipe de vétérans de l'industrie du jeu de démarrer une entreprise et de faire un jeu de mode. Et quand on a commencé, évidemment, on a été chercher du financement. Et une des portes qui s'est ouverte, c'est celle de Vestec Pro. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un CCTT avant de les rencontrer. C'est donc un CCTT qui se spécialise dans la mode et le vêtement. Et c'est comme ça qu'on est venu en fait à collaborer. Je me suis dit que faire un jeu de mode sans trop savoir ce que c'est que la mode et le vêtement, c'était pas une bonne idée. L'un et l'autre pouvaient contribuer à créer quelque chose de vraiment nouveau, mais qui répond réellement à un besoin, surtout chez les jeunes générations, de consommer un vêtement de façon différente. Donc, à la base, le jeu s'appelle Fashion Crafters. Absolument. Qu'est-ce que c'était? L'idée, c'est de permettre aux joueurs d'endosser 3 rôles qui ont rapport avec la mode. Le premier, c'est le rôle de styliste, donc la capacité de construire des ensembles vestimentaires. Le deuxième, c'est celui de designer, où on donne la possibilité aux gens de créer des vêtements à partir de patrons vierges. Et le troisième, c'est de jouer le rôle du photographe de mode. Alors ça, c'était les éléments de base du jeu. Il est construit sur vraiment une idée de potentiel créatif. On veut vraiment que ça soit une sorte de Minecraft pour les gens qui connaissent un peu le jeu vidéo de la mode. C'était ça l'idée directrice. Et qu'est-ce que vous avez décidé de développer ensemble? Alors, on a développé pas mal de choses. Vas-y. Une des choses assez fondamentales qu'on a développées ensemble, c'est vraiment une façon de travailler et une façon de créer du vêtement numérique. Ça, c'est quelque chose qui, si vous prenez les jeux de mode qui existent dans l'industrie du jeu vidéo, on crée des vêtements avec des outils 3D classiques du jeu, qui n'est pas forcément la meilleure approche, ni en termes de structure de coût, ni en termes de réalisme du vêtement. Et donc, ce qu'on a mis en place, une des choses fondamentales qu'on a mis en place avec Vestec Pro, c'est justement un pipeline de production qui nous permet d'utiliser les pratiques, le langage, mais aussi les outils qui sont propres à cette industrie-là. Et ça, c'est une des choses assez nouvelles pour le jeu vidéo, en tout cas, qu'on a mis en place ensemble. Oui, c'est ça. En fait, c'est que le contenu du jeu a été développé comme si Ultraciné et Vestec Pro développaient des collections. Alors, on a mis de l'avant certains scénarios, des fashion stories, et là, on s'est dit, pour réaliser ces fashion stories, ça prend certains types de vêtements. Et là, on est allé tout de suite faire des nomenclatures au niveau des éléments du design, parce que créer un vêtement, c'est des coupes, des formes, des silhouettes, des matières, des textures, des couleurs, des détails, des accessoires. Alors, il fallait développer tous ces outils qui permettraient
de faire vivre des fashion stories dans lesquelles les utilisateurs allaient avoir du plaisir à se retrouver et à s'amuser et à créer des looks nouveaux et différents à chaque Absolument. fois. Le potentiel de création est vraiment... Et assez illimité, ouais. Ouais. Et le corollaire de ça, c'était de dire, OK, comment on va créer nos vêtements? Et puis ça, c'est toute la partie vraiment plus technique, qui était un peu un pari au début, parce que je pense que c'est une des premières fois où vraiment on utilise autant les pratiques de cette industrie pour développer des vêtements. Et donc, on a développé, d'une part, les idées de l'intention générale du jeu ensemble, quelles allaient être justement ces fashion stories, et de l'autre côté, on a été capable, avec Vestec Pro assez rapidement, de développer des vrais vêtements qu'on retrouve dans le jeu maintenant. Et c'est là où je vous disais d'entrée de jeu que moi, comme consommatrice, ça peut changer ma vie. Imaginez un avatar, donc moi, je pourrais me conceptualiser dans ce jeu-là. Je me vois en 3D, en avatar, et je peux tout de suite voir si le vêtement me va bien finalement ou pas, et passer à une autre pièce de ma garde-robe, m'adapter, m'ajuster. Alors, comme consommatrice, ensuite, quand je pourrais faire éventuellement ma recherche en ligne, bien, tout de suite, je pourrais voir le résultat, ce qui me faciliterait la vie. Alors, c'est cette idée-là que vous vouliez développer? Oui, absolument. C'est l'idée un peu de la cabine d'essayage virtuelle, en fait. On ne veut pas se substituer à la vraie cabine d'essayage, c'est-à-dire on ne fait pas les vraies tailles, il y a toute une série de choses qu'on ne va pas faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est donner la possibilité d'essayer toutes sortes d'ensembles, de créer toutes sortes d'ensembles vestimentaires, de les personnaliser, de les customiser, de faire vraiment les ensembles que vous voulez et tester si en termes de style, ça fonctionne. Ça a été quoi les principaux défis par rapport à la conceptualisation 3D, les vêtements, entre autres? Bien, je pense que ça a été d'arrimer les façons de faire, de développer le vêtement de façon traditionnelle, hein, de partir de patrons, Oui. pour transformer ces pièces de tissu virtuel en vêtements qui bougent sur l'avatar. Ouais, je pense que c'est beaucoup dans le mouvement que l'innovation s'est faite. Oui, il y a vraiment 3 éléments qui sont problématiques. L'animation du vêtement elle-même est un problème informatique qui est loin d'être réglé. C'est-à-dire c'est très coûteux d'animer un vêtement, surtout de manière réaliste, et a fortiori sur une plateforme mobile qui n'est pas forcément très puissante. Donc il y a toute une partie de la difficulté qui est contenue dans l'animation du vêtement. Ensuite, il y a toute une partie de la difficulté qui est de comment on fait pour porter plus d'un vêtement. Je sais que ça a l'air un peu trivial comme ça, mais pour un avatar, porter plusieurs vêtements, ça multiplie le niveau de difficulté en termes de simulation. Et le troisième, comme Hélène a dit, c'est de dire comment on fait pour monter une chaîne de production de vêtements virtuels qui fasse du sens et en termes de qualité finale et en termes de structure de coût. Ça a été ça principalement les enjeux qu'on a essayé de résoudre ensemble. Il fallait être en mesure aussi de renouveler constamment les looks, les fashion stories, parce que la mode est évolutive. Alors, il y avait cette possibilité là, d'ajouter à l'infini des nouveaux éléments à partir desquels les utilisateurs allaient pouvoir créer de nouveaux produits. Ça représente quoi comme ampleur numérique comme projet? En termes de nombre de vêtements, on va en avoir plusieurs milliers, en fait. Parce qu'on est capable de décliner ensuite un certain nombre des patrons en N versions du vêtement, et puis c'est du numérique, alors on peut aller assez loin en termes de représentation du tissu, de couleurs, en termes de couleurs, motifs. Absolument. On pourrait faire une robe en or massif si on voulait. Elle va coûter cher. Absolument. Virtuellement. Exact. Vous diriez quoi par rapport à l'ampleur numérique du projet? Bien, écoutez, moi, je pense que ça correspond tout à fait avec l'évolution de la société en général. Si on pense aux fonctions premières du vêtement, qui sont protéger le corps humain, permettre aux individus de prendre leur place dans la société et, en troisième lieu, paraître. Donc, le vêtement nous permet beaucoup d'être vus. Et là, si on se pose la question à savoir où est-ce que les gens sont vus et veulent être vus aujourd'hui, c'est dans un univers numérique, plus particulièrement à travers les réseaux sociaux. J'allais dire Instagram. Ben voilà, si vous pensez aux selfies, aux fameux selfies qui ont fait rage là, ces dernières années, puis là, on se pose la question, est-ce que le vêtement avec lequel on est vu dans un univers numérique a besoin d'exister physiquement, matériellement? Alors, c'est là que le vêtement virtuel prend tout son sens.
Et il y a énormément de développement par rapport à ça. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux donner des exemples. Oui, absolument. Il y a ce qu'on appelle la mode numérique. C'est pour moi, il y a un an, c'était un peu surréel et je pense que ça peut l'être encore pour pas mal de gens, mais il se passe plein de choses dans cet espace-là du vêtement virtuel. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Il y a, qui se situe vraiment à la croisée des chemins du jeu vidéo et de la mode. Alors, les opportunités d'affaires là-dedans, la première, c'est probablement le fait que les marques se font mettre en valeur par les jeux vidéo. Donc si on prend un jeu comme Covet Fashion, par exemple, c'est plus de 150 marques qui sont de réelles marques qui sont présentes dans ce jeu-là. C'est 2,5 millions d'utilisateurs quotidiens qui jouent en moyenne entre 30 et 60 minutes par jour. Donc ça donne un public assez captif et assez engagé. Et ça, je pense que le vêtement, la mode a bien saisi ça, tellement que on retrouve maintenant dans la mode numérique des collections virtuelles, complètement virtuelles. Carlings, par exemple, qui est une grande chaîne de détaillants de vêtements scandinaves, ça fait partie d'un ensemble de plus de 500 magasins, quand même, ont sorti l'année dernière leur première collection virtuelle. Donc c'est des vêtements que vous pouvez acheter mais que vous ne pourrez jamais porter. C'est quand même fascinant. Oui, sold out en une semaine. On a vendu cette année la première... On en a parlé tantôt, Oui. puis la première question qui vous venait, c'est comment on peut être sold out sur l'Internet, dans le monde virtuel? Bah, évidemment, il y a tout un problème sur la traçabilité et l'unicité des vêtements, et ça, on utilise des choses comme des blockchains, par exemple, pour être sûr que ces vêtements ils aient une quantité donnée, voire même soient uniques. On a vendu l'année dernière la première robe de haute couture virtuelle pour 9 500 $, donc ça commence à représenter... Robe virtuelle, Oui. là. 9 500. Qui ne sera pas porté là. Quand même. Si on regarde même la valeur intrinsèque du vêtement dans le jeu vidéo, et puis pour beaucoup d'entreprises de la mode, que ce soit Louis Vuitton par exemple, qui vient d'annoncer il y a quelques jours un partenariat avec League of Legends, qui est un gros jeu coréen, où Louis Vuitton va développer une malle, une sorte de caisse virtuelle pour mettre un trophée virtuel dedans. Si vous écoutez le discours qu'ils ont par rapport à ça, en gros, ils disent mais le jeu vidéo, c'est la porte d'entrée. Alors, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans ces mouvements de mode virtuel. Oui, tout à fait. Il y a la plateforme Dressed aussi, qui a été inaugurée tout récemment et qui est parvenue à attirer une centaine de grandes marques. Et on parle des Gucci, des Prada, des Stella McCartney, qui sont prêts à mettre à la disposition des consommateurs des collections virtuelles. Ça n'empêche pas que ces vêtements virtuels puissent être produits physiquement et achetés par la suite. Mais je vous dirais que le vêtement physiquement qui serait acheté par la suite et le vêtement virtuel ont quand même des impacts très différents sur l'environnement. Et là, ça pourrait nous amener à parler justement de tout cet aspect d'éco-responsabilité qui est très important pour les jeunes générations. Alors, pourquoi posséder tous ces vêtements qu'on porte très peu souvent, si ce n'est que, bon, l'objectif final, c'est être vu sur Internet. Alors, pas nécessaire de les posséder réellement. On peut tout simplement se les approprier virtuellement, paraître et réduire l'empreinte sur l'environnement. C'est un défi de plus de conjuguer le monde virtuel avec ses valeurs humaines, éco-responsables, sociales. Là. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a des mouvements techno-sociaux qui sont en marche, ne serait-ce que aussi, c'est pas directement relié avec l'environnement, mais toute cette idée du producer, c'est-à-dire de l'utilisateur qui est également producteur de contenu, c'est quelque chose qui est certainement faisable avec la mode numérique et certainement beaucoup plus difficile à faire avec la mode physique. Mais toute cette idée de bricolage, tous les Fab Labs, etc., ça s'inscrit dans un peu un mouvement qui consiste à dire moi je vais inventer aussi un peu la mode. Et ça donne les outils justement, en plus d'éco-responsabilité, en plus d'inclusion. Il y a pas mal de vidéos où on voit des gens qui disent moi voilà le corps que j'ai, c'est difficile de trouver des vêtements, mais avec la mode numérique je peux mettre ce que je veux. Donc ça c'est et de l'autre côté on voit aussi le développement de robots en fait qui vont faire la promotion de ça. C'est-à-dire il y a vraiment un mélange de genres qui est assez incroyable. Si on regarde Little Michaela par exemple, c'est une influenceure de mode qui se décrit comme un robot de 19 ans qui habite à Los Angeles. C'est comme ça qu'elle le définit. Oui, c'est 1,6 million de followers sur...
depuis 2 ans, il existe une agence de mannequins virtuels qui travaillent avec les plus grands, Cosmopolitan, Vogue, avec Mercedes. Oui, tout ça existe maintenant. Comment comment votre plateforme s'inscrit maintenant dans des stratégies de communication, dans des stratégies marketing ensuite? Nous, on veut vraiment exploiter ça, justement, le fait qu'on veut donner la possibilité aux gens d'essayer, de jouer avec, de bricoler, de faire des choses qu'ils seraient incapables qu'ils pourraient faire dans une cabine d'essayage, mais ça prendrait certainement plus de temps. Et là, ils ont accès subitement à un univers infini quasiment de vêtements. Donc, si on regarde ce qui se passe dans l'industrie, par exemple, de l'automobile ou de l'habitation, on voit déjà qu'il y a des tentatives de récupérer des éléments qui sont développés par le jeu vidéo, c'est-à-dire toute la science de l'interactivité pour aider le processus d'achat. Dans le cas de l'habitation, par exemple, il y a une entreprise à Montréal qui fait ça, qui vend des condos neufs sur plan dans lesquels vous pouvez habiter. Alors, vous pouvez vivre l'expérience de votre condo avant même qu'il soit construit, puis même jouer avec le moment de la journée pour regarder comment le soleil va se projeter chez soi. Et tout ça, c'est développé par des gens en fait, qui viennent de l'industrie du jeu et qui utilisent des outils du temps réel et du jeu vidéo. Donc je pense que nous, on s'inscrit exactement dans cette logique-là de regarder comment l'interactivité et les technologies du temps réel qui sont développées par le jeu vidéo peuvent aider la représentation, le plaisir du choix et des combinaisons des gens qui vont vraiment acheter des vêtements. Tout ça a été rendu possible grâce au travail de Marc-André, mais avant qu'on y vienne, est-ce que vous aimeriez qu'on présente la vidéo pour que les gens voient... On peut présenter la vidéo. Oui, à quoi ça ressemble? C'est une vidéo, c'est un prototype de la vidéo... de la vidéo promotionnelle qu'on va sortir, qui vient de sortir en fait. Ce que vous allez voir en fait, c'est des images qui sont calculées en temps réel sur un téléphone. Alors on l'a mis sous forme de vidéo pour la présentation, mais c'est alors ça c'est une photo d'un modèle virtuel. Cette personne qui est sur la couverture de Photo Magazine, qui est quand même un magazine de photos très reconnu, n'existe pas. Ça fait partie de l'agence de mannequins Digitals. Et elle fait la une d'un magazine de photos. J'aurais pas pu dire. Non, maintenant c'est difficile. Alors c'est sûr, c'est de la photo. Alors ils sont en avance par rapport à l'interactivité, par rapport à ce qu'on peut faire sur un téléphone cellulaire, mais les puissances des téléphones vont double tous les 18 mois. Alors on s'approche de plus en plus du photoréalisme et voilà ce que ça pourra donner au final. Puis, si vous voulez voir l'idée de la vidéo qu'on va avoir. Avouez le réalisme, à quel point on voit bien comment le vêtement tombe, bouge sur la personne. Alors, imaginez ce que ça pourrait être pour le consommateur éventuellement. Exact. Et tout ça est calculé en temps réel, c'est-à-dire on peut interagir avec ces vêtements-là, contrairement à une vidéo qui serait précalculée, par exemple, qui prendrait des heures à calculer. Bon, Marc-André, c'est votre tour. Bon. Tout ça a été rendu possible. Ça prenait quelqu'un qui vient au secours pour du financement quand on est dans des projets d'innovation comme ça. Alors, le rôle de Synchronex? Entre autres, en fait, le rôle de Synchronex, il faut comprendre que Synchronex, c'est un réseau. Alors, on l'a vu tantôt sur la première acétate, c'est un réseau de 59 CCTT qui existe au Québec. C'est gros. Et ça, dans tous les domaines, pas seulement dans la mode ou dans le tissu, mais dans tous les domaines. L'aérospatial, l'agroalimentaire, les véhicules intelligents, l'éducation, les technologies propres. Donc, tous les domaines sont touchés. Et donc, le réseau chapeaute, et comme je le disais tantôt, on facilite les collaborations entre les membres, donc entre les CCTT, entre les CCTT et les autres acteurs de l'innovation, donc les universités, les autres centres de recherche, les gouvernements aussi, et donc entre les partenaires aussi, donc les partenaires privés, les entreprises qui veulent faire de la recherche appliquée et de l'innovation. Il faut comprendre que quand on parle d'innovation, une innovation n'est rien qu'un savoir qu'on valorise. Mais cette valorisation-là est intrinsèque à l'innovation. Donc, il existe un chaînon, si on regarde le continuum de l'innovation, on voit la production des connaissances, qui est la recherche fondamentale, puis on voit l'adoption, l'adaptation, la valorisation par l'industrie à la toute fin. Mais entre les deux, il y a un chaînon manquant, donc qui est l'adaptation
à cette valorisation-là. Et donc, c'est là qu'existent les CCTT, donc les centres collégiaux de transfert technologique, donc qui œuvrent justement à adapter, à optimiser, à développer ces innovations-là pour l'industrie. Comment on fait pour s'y retrouver? Ah, bien là, il y a plusieurs façons de s'y retrouver parce que c'est vrai, tu touches un bon point. J'ai parlé tantôt de 59 centres, 1400 experts. Fait qu'on imagine l'écosystème à quelle porte que je cogne. Là. Bon, il y a Synchronex, donc le réseau est là pour ça, mais il y a aussi une autre organisation, je vais y venir tantôt, je vais vous la mettre à la toute fin, là, qui s'appelle Québec Innove. Je pense que Ludovic est ici aujourd'hui. Donc, Québec Innove, qui est un organisme qui a été créé exprès pour ça, qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'innovation, donc tous les centres de recherche universitaires, les CCTT, les centres de recherche publics et privés qui font partie de Québec Innove. Donc, c'est 14 000 experts. Et donc, Québec Innove, son rôle, c'est justement d'assigner votre demande. En fait, si vous avez un projet d'innovation, d'assigner votre demande à la bonne expertise. Ça, c'est le rôle. Mais bien entendu, vous pouvez toujours... Tantôt, on va avoir une séance, une petite rencontre là, dans un autre local. J'oublie le numéro de local, mais je ne vais pas vendre le punch. mais tantôt, on pourra discuter pour ceux qui ont des projets là, sans problème. Puis comment, justement, vous en êtes venu à rendre le tout possible? Bien, en fait, je ne me prendrai pas le mérite parce que les autres, ils se sont rencontrés via M. Pajot. Là. Mais le réseau, dans plusieurs cas, on intervient justement pour mettre en contact, comme je disais tantôt, l'entreprise avec la bonne expertise. On facilite les collaborations, donc on explique les programmes de subvention qui sont admissibles là, pour les entreprises pour innover, pour favoriser l'innovation. Et on facilite aussi la collaboration, donc l'espèce de vulgarisation ou de traduction qui existe entre les deux cultures, donc le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Bien, parlons-en ensemble du financement. Comment, pour une jeune compagnie qui voudrait financer ses coûts d'innovation, ça peut être possible? Comment ça fonctionne? Bien, dans votre cas, on a parlé un petit peu tantôt, on a parlé d'un financement qui venait du MEI puis un financement Absolument. qui venait du CNRC. Donc, il existe beaucoup de programmes. Je dois dire qu'au Canada, on est assez choyé pour les programmes de subvention. Certains d'entre vous allaient me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y en est du financement au niveau de la commercialisation des innovations? C'est vrai, mais quand on parle de développement et d'innovation, on est assez choyé au Canada, somme toute. Je vous ai fait un petit exemple ici, là, 2 cas de figure, là, puis je vous dirais que ça représente la grande majorité des financements qu'on va voir dans les CCTT. Là. Donc, quand on parle de TRL ou niveau de maturité, donc c'est une échelle de 1 à 9, 1 étant très fondamental. Donc, on travaille sur un concept, une hypothèse, et 9 étant c'est mis en application et en production, puis ça roule, puis tout va bien. Donc, vous voyez que le niveau de maturité 1 à 3, par exemple, lorsqu'on finance de la recherche, bien, avec une contribution de 20 % de l'entreprise, on est capable d'aller chercher 80 % de financement public. Par les financements fédéraux, par exemple 40 % du style CRSNG, et par les consortiums de recherche industrielle ici au Québec, comme le PROMPT, par exemple, que vous connaissez sûrement peut-être, MEDTech ou CRIVEC, qui sont des consortiums de recherche qui vont les financer, donc égaler la portion fédérale pour financer l'innovation. Donc, 80 % de subvention pour un projet d'innovation. Je vous dirais, il y a plusieurs cas de figure là, au niveau des financements, mais règle générale, ce qu'il faut retenir, puis ça, c'est la responsabilité des CCTT et du réseau, justement, de vous expliquer les différents types de subventions et les montages financiers qui s'approprient à votre projet. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'innovation est possible au Québec, elle est encouragée par les ministères, les différents ministères. Il faut en profiter. Puis là, vous avez un bel exemple. J'en profite. Tout à fait. Puis on a l'impression que souvent, des projets de recherche, c'est long avant qu'on ait des résultats. Alors que là, on a un super bel exemple devant nous. On a eu l'annonce en début d'année de votre partenariat et déjà, on a un résultat tangible. Oui, Oui, absolument. tout à fait. Ça s'est fait à l'intérieur de quelques mois, finalement. Ouais. La demande a été déposée l'automne dernier. Oui, puis en janvier, on a commencé vraiment à travailler. Exactement. Ouais, Alors, ça a été vite. ça peut être très rapide. Évidemment, quand on a une bonne idée du projet qu'on veut mettre de l'avant, ça facilite les choses. Il faut savoir à quel résultat on veut arriver en bout de ligne. Mais là aussi, les CCTT peuvent aider les entreprises. C'est que souvent, l'entreprise, elle a de la difficulté à faire la part des choses. Elle a une idée, mais elle ne sait pas trop comment la présenter, l'enrober, quelles pourraient être les finalités les plus prometteuses sur le marché. Alors, évidemment, dans les CCTT, on est disposé à discuter avec les gens puis essayer de les aiguiller par rapport à quelle serait la meilleure démarche, le meilleur cheminement, ou as-tu pensé procéder de cette façon-là? Donc, on est là aussi pour les appuyer dans leur démarche de développement de projets, pas uniquement au niveau de l'investissement.
Et ils ont une bonne connaissance du réseau aussi. Donc, si l'expertise, par exemple, ils ne la possèdent pas ou ils ont besoin d'une expertise complémentaire, ils sont capables d'aller la chercher à l'intérieur du réseau. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, exactement. Parce que de plus en plus, on voit des projets hybrides, des projets qui requièrent des compétences, des connaissances dans des domaines très différents. Oui, la preuve ici. Et à l'intérieur du réseau Synchronex, il y a 1400 experts qui ont des spécialités distinctes. Donc, on peut facilement faire des alliages très originaux qui permettent de développer des choses vraiment très innovantes. Là, on en parle, mais à quand, justement, le résultat final? Quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Début de l'année prochaine. Si tout se passe bien, début de l'année prochaine. Ouais. On a bien hâte. En tout cas, déjà, c'est un beau succès, puis on a hâte de pouvoir le présenter aux gens. En terminant, j'ai une annonce pour vous parce que peut-être vous avez différentes questions à adresser à nos conférenciers. Alors, plutôt que de le faire en grand groupe, je vous inviterai tout de suite après à aller au local 513E. 513E pour une période de questions et réponses. Vous y serez donc pour pouvoir aiguiller les gens, peut-être déjà les guider vers la route à prendre pour développer des projets d'innovation. Il y aura donc les représentants de Québec Innove qui y seront pour vous aider dans vos besoins d'innovation. Il y aura les gens aussi, les fonds de recherche du Québec qui organisent entre autres ce panel et qui favorise les liens entre chercheurs et entrepreneurs. Et la cohorte Mouvement Adopt Inc. qui vivent une expérience ici au TAG. Alors, je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements à nos conférenciers. Merci. Merci. J'espère surtout que ça a piqué votre curiosité. Merci beaucoup à tous. Bonne fin d'événement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.